Et si je vous disais que Tony Stark avait créé Spider-Man? L'idée vous paraît complètement folle, pourtant, il y a plein d'éléments dans le MCU qui vont dans ce sens. Et si très longtemps l'idée est restée dans l'ombre, tout a changé lorsque le dernier film Spider-Man est sorti, Spider-Man No Way Home, nous offrant les éléments manquants qui expliquent absolument tout. Chers fans de l'araignée sympa du quartier, on va enfin explorer l'origine cachée de Spider-Man. Tout était sous nos yeux depuis le début. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Heroes FR. Aujourd'hui, on explore l'origine de Spider-Man et comment il a été créé par Tony Stark. Bon visionnage. La toute première fois qu'on rencontre le personnage de Spider-Man dans le MCU, c'est dans le film Captain America Civil War. On voit Peter rentrer chez lui et surprise, Tony Stark est assis dans son salon avec Tante May. Tony trouve une excuse pour discuter en privé avec Peter, et on comprend que Stark sait déjà qui est vraiment Peter Parker. Il a même plusieurs vidéos des prouesses de l'araignée sympa du quartier. Peter tente de nier son identité secrète, mais ça ne marche pas. Tony Stark semble déjà l'avoir à l'œil, et depuis très longtemps. C'est à ce moment précis que le sujet de l'origine de Spider-Man dans le MCU a commencé à faire parler, un grand mystère qui mettra plusieurs années à être élucidé. Car, en effet, contrairement aux autres Spidey, dans le MCU on ne voit pas notre Peter se faire mordre, ni même où il a été mordu. Pareil pour le déroulement de sa transformation, ses débuts pour apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, etc. Pour le Spider-Man de Tobey Maguire, on sait que ça se passe lorsque ce Peter Parker visite le laboratoire génétique de l'université de Columbia. On va même se faire mordre sur la main par une araignée génétiquement modifiée, et à peine rentré chez lui, qu'il ne se sent pas bien, il s'évanouit dans sa chambre pour se réveiller le lendemain avec des super pouvoirs. Force surhumaine, agilité et capacité à lancer des toiles d'araignée de façon organique, ce que les autres Spidey ne peuvent pas faire. Bref, ce Peter Parker là, qui est canon dans le Marvel Cinematic Universe, on sait comment il devient un Spider-Man. Pareil pour le Spidey d'Andrew Garfield, car même si l'histoire est un peu différente, l'essence est exactement la même. Ce Peter décide de s'infiltrer dans le laboratoire d'Oscorp, où plusieurs araignées génétiquement modifiées lui tombent dessus. L'une d'elles finira alors par le mordre au niveau de la nuque. Pour notre Spidey cette fois, on n'avait aucune information, du moins jusqu'à l'arrivée de Spider-Man No Way Home, le dernier film Spider-Man en date. Dedans, on apprend que lui aussi a été mordu, je cite, par une araignée radioactive. Rien de plus. Mais là où tout a pris une direction, disons-le, inattendue, nous permettant enfin de mieux aiguiller nos recherches, c'est lorsque le bouffon vert révèle dans le même film qu'il a cherché Oscorp dans cet univers, sans succès. Une révélation qui change tout, car si Oscorp n'existe tout simplement pas, Stark Industries, elle, existe. Le début d'une étincelle, une idée qui permet de tout connecter. A la base, Oscorp est un point central dans l'univers de Spidey. C'est un petit peu le point de connexion avec plein de vilains, même leur origine. Dans les précédentes sagas Spider-Man, avec Tobey ou Andrew, on a pu voir à quel point Oscorp était influent. Comme avec Norman Osborn, le fameux bouffon vert, un vilain emblématique des films Spidey avec Tobey, qui est à la tête d'Oscorp. Même le Dr Otto Octavius, ou Octopus pour les intimes, était lié à Oscorp de par leur investissement financier. Dans Amazing Spider-Man, l'importance d'Oscorp est d'autant plus mise en avant, étant donné que, comme on l'a dit, l'araignée qui a mordu ce Peter Parker-là provient directement des labos Oscorp, et que cette même entreprise est responsable des transformations de plusieurs vilains, comme le Lézard, Electro, etc. Vous l'aurez compris, Oscorp est omniprésent dans l'univers des Spidey, à la fois en tant que grande société de technologie poussée, ou encore en entité responsable de la création de nombreux vilains. Et tout ça, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Et oui, vous l'avez dans le mille. Dans le MCU, Stark Industries est la Oscorp de cet univers. Alors si en plus chez nous, Oscorp elle-même n'existe pas, alors tout prend sens. En effet, comme confirmé dans Spider-Man No Way Home, Oscorp n'existe pas dans l'univers 616. Et si l'on analyse les précédents films Spidey, on peut constater que l'influence de Stark Industries est omniprésente. Même les ennemis majeurs que notre Peter Parker, notre Spidey, affronte, eh bien ils sont tous et sans exception liés à Tony Stark et à Stark Industries. Le vautour par exemple devient vilain en récupérant et en utilisant la technologie des Chitauri après la bataille de New York en 2012. Mais ce qui le pousse à cela, à devenir un hors-la-loi puis un criminel, c'est le fait que Stark Industries, via le Damage Control, récupère le contrat de nettoyage qu'il avait au préalable acquis. Résultat, il est mis hors jeu, et maintenant qu'il est ruiné, il se tourne vers le crime.
Cette tendance va d'ailleurs se poursuivre dans les films suivants, avec toujours des vilains et des intrigues, où Stark est présenté comme le créateur de plein de vilains, que ce soit lui ou Stark Industries en général. Dans le deuxième film Spider-Man, Far From Home, la connexion avec Stark Industries est d'autant plus importante avec le personnage de Mysterio. Son origine est directement liée à Tony Stark et à Stark Industries, où il travaillait. Frustré que son travail et ses inventions aient été ignorés et moqués, il développera la rancune qu'on lui connaît pour Stark. Résultat, accompagné de nombreux autres employés de Stark Industries qui méprisent Tony ou ce qu'il représente, il devient Mysterio. Et la suite, vous la connaissez. Dites-vous que même lorsqu'il n'est pas question de Spidey, plein d'autres vilains sont liés à Stark Industries. Du coup, vous commencez à voir où je veux en venir. Et si en réalité la transformation de Peter Parker en Spider-Man dans le MCU, l'origine de l'araignée radioactive qui a mordu notre Spidey, n'était pas justement liée à Stark Industries, la Oscorp du MCU. Mieux, et s'il y avait des indices qui confirment une connexion entre Spider-Man et Stark Industries appuyant l'idée. Avant toute chose, on sait que Peter Parker est passionné de nouvelles technologies. Et s'il indique qu'il a été mordu 6 mois avant les événements de Civil War, il est intéressant de préciser que Tony Stark a ressuscité la Stark Expo en 2010. Souvenez-vous, c'est un grand événement qui a lieu sur toute l'année et qui présente tout plein de technologies développées chez Stark Industries. La Stark Expo originelle, elle, date de 1943 et se tiendra jusqu'en 1974 et sera du coup relancée en 2010 par Tony Stark. Là où ça devient très intéressant, c'est lorsqu'on découvre où a lieu la Stark Expo, à savoir à Flushing dans le Queens, à New York. Et qui habite à New York et plus précisément dans le Queens, c'est notre araignée sympa du quartier. La Stark Expo a lieu littéralement dans son quartier. Le MCU ne nous dit pas clairement ce qu'il advient de la Stark Expo, mais il est possible dans le film Civil War de voir Peter Parker passer à côté de l'unisphère de Stark Expo lorsqu'il est en route pour Berlin. La preuve que c'est toujours là. Ce qui est, disons-le, assez gros comme hasard. Je veux dire, Spidey habite littéralement à côté et donc peut facilement s'y rendre tous les ans. Mais ce n'est pas tout, car au-delà d'une simple hypothèse où Spidey pourrait ou non s'intéresser à la Stark Expo et s'y rendre, on l'a littéralement vu y aller et rencontrer Tony Stark. Et oui, l'enfant qu'on voit dans le deuxième film Iron Man avec le casque, dans la Stark Expo, a été confirmé comme étant Peter Parker, une vieille théorie qui a été confirmée par Marvel Studios entre-temps. Récemment, on a même le film Deadpool et Wolverine qui fait un clin d'œil cachant le visage de Peter Parker par le même casque qu'il a porté lorsqu'il était enfant. À l'époque déjà, Peter avait rencontré celui qui deviendra son mentor, montrant qu'il était dès son plus jeune âge passionné par les nouvelles technologies. A noter que Stark Industries est tellement influente et importante qu'elle se retrouve à montrer et à partager ses avancées technologiques même en dehors de la Stark Expo, comme ce qu'on voit dans Civil War lorsque Tony Stark présente la technologie BARF durant une conférence à l'université MIT. Petite parenthèse, c'est cette même université que Peter et ses amis voulaient rejoindre. Tout ça pour dire que Stark Industries et ses technologies diverses et variées sont omniprésente à tel point qu'une araignée radioactive qui mord notre Peter, forcément que ça vient de chez Stark Industries. Et comme on l'a vu, ce ne sont pas les occasions qui manquent pour que Peter se fasse mordre. A noter que Stark Industries, on l'a déjà vu à la tête de nombreuses expériences du genre araignée radioactive, comme avec le projet Extremis, vu dans le film Iron Man 3, mais pas que, qui a carrément permis de reprogrammer l'ADN humain. La preuve que Stark fait également dans ce qu'on appelle la biotechnologie. En somme, dans le MCU, l'origine de l'araignée radioactive qui transforme Peter Parker en Spider-Man vient de Stark Industries. Et avec tout ça en tête, voilà que la relation entre Peter Parker et Tony Stark se voit offrir une nouvelle dimension. Pourquoi Tony Stark est dès le début intéressé par Peter alors qu'il n'est pas censé le connaître? Pourquoi est-ce qu'il le surveille et fait en sorte qu'il reste en retrait? Pourquoi il se sent si responsable envers lui et refuse catégoriquement qu'il soit en danger, ce qu'il ne fait avec personne d'autre? Je veux dire, lorsqu'on y repense, un tel intérêt, et aussi rapidement, ça cache forcément quelque chose. Et si Tony Stark savait que Peter avait été transformé à cause de lui, à cause de Stark Industries? Et d'un coup, avec cette seule idée en tête, tout devient plus clair, surtout lorsqu'on prend en compte l'état de Tony Stark à ce moment précis. Bien que l'idée ait été mise en avant dans plusieurs films, c'est vraiment à partir de Captain America Civil War que Tony Stark a véritablement pris conscience de sa responsabilité dans les catastrophes causées par lui, ses inventions, ainsi que sa société Stark Industries.
comme Ultron, un très bon exemple, qui mènera à la destruction de la Sokovie. D'ailleurs, c'est ce nouvel état d'esprit de Tony qui va le pousser à soutenir les accords de Sokovie, histoire de réguler et contrôler un maximum les responsabilités des super-héros. Le film Civil War appuie d'ailleurs grandement sur l'idée générale en présentant le personnage de Miriam Sharp, qui interpelle Tony après l'une de ses conférences pour lui faire réaliser à quel point sa vie à elle, mais surtout celle de son fils, a été détruite à cause de lui. Une rencontre qui va marquer Tony. Après cela, Tony devient plus conscient d'un point de vue moral et cherchera à tout prix à réparer ses erreurs. Et vous savez quoi? Ça coïncide parfaitement avec l'arrivée de Tony dans la vie de Peter Parker. Comme s'il était question de réparer une erreur et de prendre ses responsabilités en main. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Tony Stark est aussi protecteur envers Spidey et surtout aussi vite alors qu'il ne le connaît pas? L'empêche de prendre part à des conflits ou de le mêler à des affaires dangereuses, bref, le petit ne doit pas avoir d'ennui et surtout, il ne doit pas en causer, car il en va de la responsabilité de Tony. Pourquoi? Aucune réponse si ce n'est qu'il est impliqué dans ce que Peter Parker est devenu. Il a même des vidéos de lui après sa transformation, semble en connaître beaucoup sur ses pouvoirs au point de lui créer un costume puis une armure qui intègre parfaitement ses pouvoirs d'homme araignée. Vraiment, Tony Stark surveille Peter Parker et depuis très très longtemps. Là encore, pourquoi, si ce n'est qu'il est à l'origine de sa création? Pour moi, tout concorde parfaitement. Tony Stark, comme on l'a vu via Stark Industries, est bel et bien le créateur de Spider-Man. Et tout tend à cette conclusion. Petite parenthèse, l'une des premières choses, et je dis bien l'une des premières choses que Tony Stark va apprendre à Peter Parker, est que ses actes ont des conséquences, une manière de le pousser à être meilleur qu'il ne l'a été lui-même. Ainsi, on comprend que Tony Stark, après avoir découvert sa part de responsabilité dans la transformation de Peter en Spider-Man, s'est donné comme mission de veiller sur notre Spidey jusqu'à devenir son mentor. Peter est devenu si important dans sa vie que sa défaite contre Thanos n'a même pas été aussi marquante que la disparition du gamin, l'une des scènes les plus marquantes du MCU. Et justement, Tony a été le grand gagnant après le claquement de doigts de Thanos. Je veux dire, Pepper n'a pas été snappé, il a eu une fille, Morgan Stark, vivait heureux, tout allait très bien pourtant, l'idée que Peter a disparu n'a à aucun moment quitté son esprit. C'est d'ailleurs l'élément principal qui va le pousser à faire le braquage temporel et à inventer le voyage dans le temps, soit sauver Peter Parker. D'ailleurs, le film Avengers Endgame fait ça de manière très intelligente, jusqu'à présenter Peter comme ayant participé à la découverte du voyage dans le temps. Car c'est en regardant sa photo avec Peter, portant son cadre Stark Industries à l'envers, que Tony trouve la solution au voyage dans le temps, un modèle sous forme de ruban de Mobius inversé, comme le cadre dans la photo. La voilà donc, la relation cachée entre Tony Stark et Peter Parker dans le MCU. Une relation qui, dans le fond, dépasse tout ce qu'on imaginait. Tony Stark est à l'origine de Spider-Man. Une idée qui, comme vous l'avez vu tout au long de cette exploration, se tient plus que jamais, d'autant plus qu'elle ajoute une couche de symbolisme au développement du personnage de Tony Stark. Finalement, lui qui a été à l'origine de nombreux super-vilains dans le MCU, a aussi créé, guidé et façonné celui qui est destiné à devenir le plus grand de tous les héros. Aujourd'hui, avec la disparition de Iron Man, Spider-Man est devenu une sorte de représentant de sa volonté, le seul et véritable héritier de Tony Stark. Celui qui, à son tour, possède des grands pouvoirs qui impliquent de grandes responsabilités. Merci à vous tous de m'avoir accompagné durant cette belle exploration. Une théorie personnelle que j'avais hâte de vous partager depuis Spider-Man No Way Home. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, l'espace commentaire est là pour partager vos retours. Promis, je lis et réponds à tout le monde. Je compte sur vous pour le pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup, un grand merci, et ça aide la vidéo à faire son bout de chemin. Par ici, vous trouverez une belle vidéo à ne pas rater où l'on explore la relation cachée entre Thanos et Nova dans le MCU. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.